Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel Esprit Montagne sur le plateau de Télé Grenoble dont on va vous envoyer des bouffées de fraîcheur et des sensations de glisse qui font beaucoup de bien ces temps-ci. Laurent Davier, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Ski Chrono, comment ça va? Ça va bien, jusqu'ici tout va bien. Bon. Voilà, on résiste. Et ça nous fait bien plaisir de retrouver ces sourires ici sur notre plateau, car on va développer ce soir un thème qui reste encore mal connu, en tout cas peu intégré encore dans les esprits, mais heureusement, cela progresse d'année en année. C'est la question de la pratique de la montagne et des sports outdoor en situation de handicap. Oui, c'est vrai que c'est une thématique qu'on n'aborde pas souvent et on est très fiers de l'aborder. On l'avait abordé dans le livre Les 100 acteurs de la montagne parce que ça nous paraissait un versant important, ça se développe. Et donc on est content qu'Esprit Montagne s'arrête sur cette thématique. Avec des invités de très haut niveau, notamment Marie Baucher, octuple championne paralympique, et actuellement une de celles qui fait et qui fera la montagne et qui est donc présente dans le livre coédité par Télé Grenoble et le Dauphiné Libéré. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. On revient justement vers vous dans un petit instant. Avec nous également Florian Vallée. Vous êtes le co-inventeur d'une appli qui s'appelle Active Handi, un site qui permet de mettre en relation le public handicapé avec les pratiques outdoor. Et puis Jean-Marc Glaude, bienvenue, cofondateur de Ski Mojo, un exosquelette qui permet donc à des sportifs ayant été blessés, notamment au niveau du genou, blessés ou un peu mal en point, de refaire du ski avec moins de douleur et du plaisir retrouvé. Mais tout d'abord, le point sur l'actu dans le grand angle d'Esprit Montagne avec l'accent. Mais c'était pas fait exprès. Alors c'est l'info de la quinzaine, on va dire. Autant parfois sur une Coupe du Monde, on a du public, mais pas de course. Cette fois, il y aura de la course, mais pas de public. Et oui, les Coupes du Monde en France se dérouleront normalement à huis clos. Je dis normalement parce qu'on n'est pas sûr qu'elles aient lieu, mais on croise les doigts. À huis clos, sans public, sans VIP, juste les athlètes, quelques journalistes. Voilà. C'est pas marrant. D'habitude, il y a beaucoup d'ambiance justement sur cette Coupe du Monde, comme à Val d'Isère par exemple. Après, c'est vrai que pour l'ambiance, c'est un peu triste, mais après, pour ces sportifs qui s'entraînent depuis des mois, c'est important d'avoir des compétitions. C'est important que la France soit présente à ce rendez-vous de décembre. Val d'Isère et Courchevel seront là, seront bien servis avec Val Thorens en ski cross. Donc, j'allais dire, c'est l'essentiel qui est sauvé, c'est le sport. C'est le sport, mais pas l'économie des stations en l'occurrence. Quand on voit le monde qu'il peut y avoir sur cette épreuve du critérium de la première neige, il faut faire des concessions, c'est comme ça cette année. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur l'ouverture des stations, mais j'allais dire, la situation sanitaire évolue de jour en jour, donc on va attendre un petit peu. On est suspendu au bulletin de santé et aux statistiques. Très bien. Les entraînements des skieurs restent possibles? Oui, alors c'est compliqué, hein, ils s'entraînent sur glacier. Les Français vont en Scandinavie pour les slalomeurs, les descendeurs sont à Cervinia, les slalomeuses sont aussi en Italie. Et puis les biathlètes sont à Bessan, quand même en France, où il y a eu du snow farming qui a pu permettre le début du stage des biathlètes avant de se rendre en Finlande à Kontiolahti. Il y a des compétitions, puisque on a une première victoire française avec Clarisse Brech qui s'est imposée en géant sur une course FIS. C'est le 3e niveau international. Donc on fait un petit cocorico en ce début d'hiver. Première victoire française avec Clarisse Brech. Et si vous voulez des nouvelles aussi de vos athlètes, restez avec nous. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux notamment. Oui. Les biathlètes en particulier, donc c'est plutôt joyeux d'ailleurs, et ça fait du bien. Une autre actu avec une page qui se tourne chez Rossignol. Oui, Bruno Cerclé s'en va, il partira à partir du 1er décembre. Hein. Il accueillera son successeur Vincent Wouters, qui vient du groupe Hammer Sport, qui était président de Arterix et qui arrivera à partir donc, du 1er décembre, qui fonctionnera plusieurs semaines, voire quelques mois avec Benoît Sarclay, qui était arrivé en 2008 à la tête de Rossignol et qui avait opéré un redressement assez majeur. Voilà, c'est la suite de ce qui se passe dans tous les grands groupes de ski et de sport d'hiver où on s'aperçoit qu'il y a un changement de génération. Allez, on va tout de suite retrouver Marie Baucher. Marie, vous êtes avec nous, tout va bien? Oui, super, merci.
Bon, en fait, on doit préciser à nos téléspectateurs que vous êtes dans votre voiture, comme ça, il n'y a pas de bruit, c'est parfait. Mais vous allez bientôt devoir partir pour réaliser ces fameux tests PCR dans quelques secondes. C'est le numéro combien de mémoire? Je crois que c'est le 5e. Je crois que je suis depuis début septembre. Donc ça va. Marie, dans quel état d'esprit vous êtes, j'allais dire, à la veille de cette saison avec ces restrictions sanitaires? Alors c'est vraiment particulier parce que d'habitude on a un planning assez précis, on sait où on va, on connaît nos grands objectifs et quand est-ce qu'ils auront lieu dans l'hiver. Là c'est un petit peu flou pour l'instant, le planning n'a pas été bloqué et en fait de toute façon il sera aussi voilà, il évoluera en fonction de la situation en France, mais aussi dans les autres pays, parce que c'est la grosse problématique, c'est qu'on se déplace pour le circuit de Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus. Alors par chance, on peut continuer à s'entraîner. Donc moi, je profite des installations à Albertville, du centre d'entraînement national de la FFS, et puis on peut partir à l'étranger pour retrouver aussi la neige. Donc pour l'instant, les entraînements sont pas trop perturbés et on avance un petit peu à vue et on essaye de garder la forme et de continuer à progresser pour être prêt pour les grands événements de cet hiver. Oui, avec toujours autant de motivation. On rappelle, Marie, que vous êtes 8 fois championne paralympique, 21 fois championne du monde, 98 victoires sur le circuit de Coupe du Monde. Et encore une saison, celle-ci, elle est complètement inédite. Hein ? Oui, bah, pardon. Comme ça m'aide un petit peu à pas tomber dans cette routine. C'est une saison qui va être particulière, qui va demander beaucoup d'adaptation et beaucoup de patience et voilà, il va falloir savoir prendre sur soi aussi parce que je pense qu'on devra beaucoup s'adapter et réagir rapidement aux situations. Donc voilà, c'est une saison qui est vraiment particulière et du coup moi ça m'aide aussi parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc voilà, ça m'oblige à développer des nouvelles capacités. Oui, ça va être le défi de cette saison finalement. Complètement, je pense que c'est à celui qui s'adaptera le mieux et qui prendra un peu sur lui qui dominera cette saison cette année. C'est ce que je disais, on n'a vraiment pas l'habitude. D'habitude, on a des objectifs assez clairs, assez précis et on les a suffisamment en amont pour organiser nos entraînements. Et là, c'est vrai que du coup, c'est vraiment particulier. Donc voilà, il va falloir et là, justement, vivre un peu au jour le jour. Justement, Marie, vous passez un test PCR pour aller où après ? Alors, on doit partir en Suisse, sur le glacier des Diablerets. Voilà, on n'a pas de piste ouverte en France sur les glaciers actuellement, donc on part en Suisse. On a vraiment cette chance de pouvoir le faire pendant le confinement. C'est vraiment un privilège. Donc voilà, on va en profiter. On va essayer de prendre toutes les journées qu'on peut prendre sur la neige, en espérant qu'on ait des compétitions cet hiver sur lesquelles s'exprimer. Et justement, sur le calendrier, vous avez une idée des premières dates ou pour l'instant c'est en stand-by ? C'est assez vague. Alors nous, le huis clos, ce sent pas forcément quelque chose de trop contraignant, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de public et de médiatisation autour des compétitions, donc c'est une moins grosse problématique que sur les Coupes du Monde valides. Après, actuellement, on a vraiment encore rien de confirmé. On a les championnats du monde et les pré-jeux à Pékin, qui risquent d'être les deux événements phares sur lesquels notre fédération internationale va essayer de se concentrer. Donc, ils essayent de sauver au moins ces deux grosses étapes. Et après, on verra. Voilà, il va falloir vraiment s'adapter et voilà, regarder aussi la situation actuelle et la situation sanitaire dans les différents pays où on doit se rendre. Mais c'est vrai que du coup, entre les confinements, les quarantaines dans chaque pays, c'est une gymnastique qui va être complexe. Donc voilà, on espère qu'ils arrivent à sauver au moins ces deux gros événements. On a vu qu'il y a quelques jours, vous aviez pris la parole dans le cadre d'une rubrique dans l'équipe Max sur l'environnement et vous déploriez le fait de ne pas pouvoir faire assez sur cette thématique. Vous pouvez nous expliquer un peu votre position sur le sujet ?
Alors c'est vrai qu'en tant que sportive d'hiver, je suis souvent sollicitée sur ces questions-là parce que effectivement on est les premiers témoins du réchauffement climatique. On voit les glaciers fondre, on voit les hivers se transformer, on voit qu'il fait un petit peu moins froid, que les conditions sont de plus en plus difficiles à l'automne, mais aussi en hiver. Donc c'est vrai qu'on est les premiers témoins, mais on est loin d'être les meilleurs exemples. Donc c'est toujours très compliqué de prendre la parole sur ces sujets-là parce que voilà, moi j'ai un impact carbone qui est énorme de par ma pratique du ski à haut niveau. On prend des avions pour aller chercher de la neige en hémisphère sud. Là, on va skier sur des glaciers pour pouvoir faire un petit peu des heures sur la neige avant l'hiver. Donc c'est vrai qu'on est loin d'être les modèles, mais en tout cas on en est témoin. Et moi du coup j'essaye au quotidien de faire des petites choses comme tout le monde devrait essayer de faire un petit peu. Pour au moins limiter mon impact quotidien. Après, c'est sûr que voilà, comme je ne suis pas le meilleur exemple, je suis pas non plus la plus grande. Enfin, j'ai pas envie de donner des leçons aux gens, mais en tout cas, je pense que c'est important de s'en rendre compte et de témoigner ces changements qu'on voit et dont on est les premiers témoins. Et justement, après votre carrière, vous pourriez avoir un engagement un peu plus affirmé et être un meilleur exemple? Je pense que j'aurai toujours ce passé qui fera pas de moi le meilleur exemple, mais effectivement, je pense que le fait d'être dans cet environnement de la montagne privilégiée, je pense que j'aurais envie de témoigner et d'apporter aussi mon grain de sel dans cette lutte contre le réchauffement climatique et surtout le changement climatique qui impacte les territoires qui sont préservés et qu'on aime tant. Donc c'est sûr que c'est quelque chose auquel je m'attacherai. Ce qui est formidable, Marie, c'est que quoi que vous fassiez, vous êtes une ambassadrice. Vous êtes un symbole d'un espoir pour les personnes en situation de handicap. L'Oréal a été très sensible à votre beauté et vous êtes une ambassadrice L'Oréal également. Ambassadrice de l'environnement aussi, si aujourd'hui. Du Beaufortin, du Beaufort. Exactement. Ça, c'est pas très compliqué. C'est vrai, ça c'est dans votre cœur. Mais sur ces épaules, vous ressentez parfois une petite pression aussi, ou quoi que vous fassiez, vous devez justement servir de valeur d'exemple. Est-ce que vous le vivez comme ça? C'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, moi, la base de mon métier, en fait, c'est de faire du ski et donc d'être performante dans cette discipline. Et en fait, une fois qu'on devient quelqu'un de médiatique, on nous demande de nous exprimer sur beaucoup de sujets qui sont un peu en rapport avec nos pratiques, mais à la fois aussi assez éloignés. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué, donc notamment sur le sujet du réchauffement climatique, où c'est pas évident déjà en tant que citoyen de prendre la parole à ce sujet-là. Et donc là, en fait, d'être placée un peu comme ambassadrice de cela, c'est très compliqué. Donc voilà, j'essaye de rester la plus proche de mes valeurs et d'essayer au moins de témoigner ces choses-là, ces valeurs. C'est pour ça que vous parlez du Beaufort, du Beaufortin. Je disais que c'était pas compliqué parce que c'est quelque chose que je transpire. Voilà. Et donc en fait, j'essaye de juste témoigner mes ressentis à propos de tout ça, mais j'essaye absolument pas d'être une donneuse de leçons parce que je pense qu'on a tous des qualités et tous des défauts aussi. Sûrement. Et puis plus on reste soi-même et meilleur ambassadeur on est. Ça c'est sûr. Vous faites un gros câlin aux Tarines de notre part. Voilà. Si vous les voyez, elles ont dû rentrer un petit peu au chaud autant que possible. Elle va être dans les temps pour son test. Voilà. Ça y est. Il faut qu'on vous libère, Marie, du coup. Un grand merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. Et on sera tellement contents de vous recevoir ici sur ce plateau. Bonne préparation. Voilà. Avec plaisir. Bonne fin d'émission. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Marie. C'est vrai que quoi qu'elle fasse, Marie Baucher, on la suit, on l'écoute et c'est effectivement un symbole d'espoir pour tout le monde, en fait. Vous aussi, d'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire, la carrière de Marie Baucher ? Alors, moi, je l'ai vu skier il y a pas tellement longtemps à l'entraînement sur tapis et c'était extraordinaire de la voir skier. Et c'est une vraie skieuse. Et bon, elle le prouve aussi sur la piste, évidemment, avec ses nombreux titres. Et oui, c'est un exemple, clairement. Et ça, c'est important, Florian, peut-être d'être un skieur, d'être un sportif avant tout, et pas d'être une personne handicapée qui fait du ski. C'est ça. Puis elle le montre bien. Enfin voilà, on est sportif avant tout. Une fois qu'on chose ses skis, qu'on est sur la piste, on fait du ski. On oublie, on met le handicap au vestiaire et puis on skie.
Et puis c'est aussi parfois tout l'intérêt, on va dire, de regarder du handisport, aussi bien dans des tribunes quand on le peut, mais aussi à la télévision. Ce sont aussi des disciplines à part entière que moi je trouve extraordinaires à suivre. Il faut oublier peut-être la référence valide qu'on a tous en tête pour apprécier ces catégories telles quelles, en fait, comme un sport complètement à part entière, que ce soit le ski fauteuil, que ce soit... moi, j'adore le handi-hockey aussi, le hockey fauteuil, je trouve ça génial. Ou le rugby fauteuil. Ça, je vous le... Ça castagne. Alors, vous êtes donc un des invités ici sur ce plateau qui figure parmi les 100 acteurs de la montagne d'aujourd'hui et de demain. Florian Vallée, on vous garde la parole. Vous êtes le fondateur de Activandi. Pourquoi avoir sollicité Florian et pourquoi est-ce que son idée est particulièrement innovante, Laurent? Parce qu'elle permet justement, tu l'as dit, de mettre en relation des personnes en situation de handicap et des activités outdoor ou culturelles qui permettent à ces gens-là justement, comme disait Florian, de mettre le handicap au vestiaire. Et en fait, ça concerne beaucoup de monde et c'est une activité qui se développe et j'allais dire, cet outil va permettre de faire connaître encore plus que ces activités peuvent être ouvertes à ce public. Donc je trouve que c'est une idée assez intéressante et c'est pour ça qu'on l'a fait figurer dans ces 100. Voilà, il est au Savoyard, il a lancé Activandi en 2018, d'ailleurs avec sa compagne, mais il va nous raconter comment c'est né cette idée. Comment c'est né C'est né d'une reconversion professionnelle. Et du coup, j'ai refait mes études et j'ai eu la grande chance de travailler dans une fédération en étant responsable du handisport et du coup de développer une pratique sportive pour tous les handicaps. Quelle fédération c'était ? La Fédération française de canoë-kayak, donc est une discipline qui est loin d'être la plus accessible. Oui. Mais il y avait quand même en 2016 4000 pratiquants sur toute la France. Et du kayak, je suis allé voir d'autres activités comme le ski par exemple ou le wakeboard, le ski nautique. Et je suis entré dans une association de handi loisirs et c'est là que j'ai rencontré ma conjointe qui est paraplégique et du coup on le vit au quotidien maintenant. Donc ça a amené plein de petits pétillements, plein de petits picots. Mais alors justement, est-ce que le canoë-kayak n'est pas la discipline la plus accessible parce que la demande n'existe pas ou peu, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas. Au départ, on se dit ce n'est pas pour moi. Donc, est-ce qu'il y a un rôle là-dedans, et c'est aussi le rôle de votre appli, c'est d'ouvrir toutes ces portes et de dire oui, c'est possible. C'est ça, c'est d'ouvrir, c'est de dire tu peux aller faire du parapente, mais si tu n'es pas forcément dans l'extrême, tu peux aussi aller faire une simple balade. Nous, notre slogan, ça s'appelle « Relève ton défi ». Mais souvent, le défi, je le dis, mais c'est peut-être juste de franchir la porte de chez toi et d'aller faire une balade et puis de sortir. Donc, Alors, pour comprendre de quoi on parle, on va regarder ces images. Donc, voilà ce que vous permettez. Alors, les balades, avec ces techniques, non, c'est assez peu connu finalement. Hein. On connaît les jouelettes aussi qui marchent bien. C'est vrai que l'engin qu'on voit aujourd'hui, c'est un fauteuil tout-terrain. Donc, ça permet d'aller en montagne. Donc là, vous avez les sons du parapente. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, ça reste, comme disait Marie, ça reste, on fait des championnats, mais ça reste, il y a peu de public, ça manque un peu de visibilité, mais du coup, en fait, ça, c'est les carrés lisses. Donc, voilà, on a tous les types d'engins. Vous voulez t'accompagner, tu veux être tout seul. Voilà, c'est ma conjointe que vous voyez dans l'ULM. Donc, voilà, on arrive... Et ça va, là? Ça fait un peu flipper, mais j'imagine qu'alors les sensations, fou. Alors les sensations, surtout, c'est que pour elle, ça a été un sacré défi, puisque du coup, elle a le vertige. Donc, mais du coup, voilà, elle a surmonté son vertige pour faire ce petit vol qui a duré 20 minutes. Elle sourit pas beaucoup quand même sur cette image-là, mais je pense qu'au deuxième vol, ça va mieux. Mais une fois qu'elle revoit les images après, elle se dit, voilà, j'ai relevé mon défi. Et pour moi, l'anecdote, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, elle a fait du ski nautique adapté. Donc, c'est pareil. Alors là, on voit de la voile ici en l'occurrence. Sur le lac d'Annecy, je pense. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc il y a plein de structures qui font des activités où en fait c'est juste, je dirais, l'adaptation du matériel en fait qui permet la pratique. Le ski nautique, c'est en fauteuil ? Oui, en fait c'est, t'imagines une planche de snowboard avec un siège assis, t'es un peu sanglé et t'es tracté parallèle au bateau. Et en fait, après il y a des contraintes morphologiques, physiologiques, mais du coup cette pratique est devenue accessible. On parlait des balades, il y en a qui sont répertoriées, comment ça se passe Alors on a 110 balades accessibles sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y en a quelques-unes qu'on a testées avec Angina, il y en a d'autres qu'on a trouvées, qui ont été testées par d'autres associations. Et en fait, ça permet de redécouvrir pour des locaux leur territoire. On a des gens qui habitent Cluses qui ne savaient pas qu'il y avait une balade à 5 km de chez eux.
Pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y avait des vacanciers de Saint-Malo à Grenoble qui ont découvert une balade dans le Trièvre et qui étaient tout contents de pouvoir venir faire de la montagne et de la forêt. Donc voilà, c'est un outil qui permet de découvrir la nature. Donc comme ces balades sont accessibles pour du fauteuil roulant, donc pas dénivelé, souvent c'est facile pour rouler, eh bien on s'est rendu compte qu'on avait des familles avec des poussettes ou des jeunes enfants qui utilisent de fait la solution. Et quel est le modèle économique de cette appli? J'imagine que ça coûte un petit peu d'argent. Comment vous faites pour que ça puisse générer quelques ressources? Alors, à l'origine, on voulait être un outil pour aider ces professionnels, soit de l'hébergement, soit de l'activité, à mettre en avant leurs pratiques. Donc, on avait commencé en janvier-février de cette année. Donc, vous imaginez que c'est... Juste avant le... Oui, c'est ça. Mais, du coup, on avait quand même continué après le confinement. Mais ce qui s'est produit, c'était, je dirais, l'inverse. C'est-à-dire que ces professionnels, à la sortie du confinement, voilà, ils étaient tous un peu perdus, toutes ces normes sanitaires, tout ce qu'il fallait mettre en place, tous ces protocoles. Mais qu'à l'inverse, nous, la demande, elle a été multipliée par 3 ou 4. Enfin, je veux dire, on est passé de 300 visiteurs à plus de 1000. Donc, on a vu que là, les gens, on a encore les répercussions jusque le mois dernier. Il y a eu une demande forte de sortir. Ça. Comme beaucoup de stations de montagne hors handicap qui ont vécu l'été comme pleine saison. Et du coup, ouais, on va s'adapter, nous, pour changer un peu la façon de travailler et devenir une plateforme un peu e-commerce, ou du coup, pour aider aussi ces petits professionnels à mettre leur activité et qu'une personne puisse acheter une heure de parapente, puisse acheter une licence dans une fédération sportive, par exemple, voilà. Qu'on puisse vraiment aider et puis être, je dirais, pratico-pratique au-delà du simple référencement. Quel rapport vous avez avec les fédérations, les clubs ou les écoles de ski, par exemple? Comment ça se passe? Alors, la première fédération qui nous a fait confiance, c'est la Fédération française handisport, 60 000 licenciés, pour référencer les 2000 clubs de France et les 800 événements. Donc ça, on est assez fiers, parce que ça nous permet de sortir de la simple Haute-Savoie. Mais on s'est rendu compte que les fédérations étaient demandeurs, mais que les processus étaient longs. Enfin, c'est des sacrées machines, mais que la demande était quand même là, que les gens voulaient quand même mettre en avant leurs activités. Donc on ne désespère pas, on continue. On avait engagé la même démarche avec les écoles de ski, parce que les écoles de ski, c'est l'acteur majeur pour apprendre le ski et utiliser le ski dans nos stations. Donc c'est pareil, un peu de mal, mais on va essayer de changer le braquet, nous, dans notre plateforme, en disant, pour l'usager, tu skis, mais tu utilises quel engin? Est-ce que tu es un pilote? Est-ce que tu es autonome? Pour du coup trouver l'activité, le ski, à partir du matériel que tu utilises. Et souvent, les ESF sont des grosses machines qui ont ces matériels, et ça, c'est vraiment génial pour ça. Et du coup, de pouvoir, je dirais, changer un peu l'œil et dire, en fonction de ce que tu utilises, voilà où est-ce que tu peux aller, quoi. Est-ce qu'il y a un sport qui est totalement interdit au public handicapé? Interdit... pas possible techniquement. Un sport outdoor. Sport outdoor... Canyoning, c'est quand même pas... Alors c'est effectivement, le canyoning est un bon exemple. Puis je dois y avoir 2 sur toute la région qui le tentent, mais je conseillerais pas trop les gens, puisque voilà, les cordes, les rappels, tout ça. Ça fait partie effectivement des sports qui sont le moins accessibles, dirons-nous. Mais nous, on a pris le parti de dire, alors, ma conjointe a un handicap moteur, mais il n'y a pas que le fauteuil roulant, en fait. Les déficiences visuelles, voilà, moi, la surdité, bien sûr. La surdité, l'autisme, par exemple. Il y a encore beaucoup de préjugés, par exemple, sur les hébergements. On leur dit, mais on travaille sur le handicap. Ah ouais, mais le fauteuil roulant, il passe pas, il faut que je prenne la pelleteuse. Il y a toutes les normes, oui. Mais on leur dit, mais un enfant autiste, il a besoin, pour être chez vous, d'une chambre calme et que le parc de jeux soit fermé. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas que vous ayez une rampe, un ascenseur. Donc voilà, donc on essaie aussi un peu de casser ces codes. C'est pas forcément facile, mais on essaye de les casser un peu. Et est-ce que de la part des personnes handicapées elles-mêmes, il peut au départ y avoir une forme de blocage, notamment chez les personnes accidentées, qui ont encore du mal à se projeter aussi et à tenter une activité qu'ils auraient pu pratiquer par le passé et la tenter cette fois-ci en situation de handicap? Oui, il y a beaucoup il y a tous ces gens qui ont encore je dirais, j'ai pas envie d'agressivité, mais un peu soit ce fait de passer de valide à fauteuil ou de valide à un autre handicap, souvent ils ont encore du mal à se projeter, à voir plus loin. Ou même à assumer la dépendance. Ou à assumer. On prend l'exemple hier sur TF1 de Dorine Bourneton, la première femme pilote de voltige. Elle faisait de l'avion avant, elle a eu l'accident et du coup, elle a gardé sa force pour continuer à faire de la voltige. Elle a fait changer la loi et elle fait de la voltige aérienne. Donc, ceux qui pratiquaient avant, je dirais, continuent de pratiquer.
Il faut surmonter. C'est ça, faut... Peut-être passer le pas, tout simplement. C'est ça. Enfin, c'est pas le plus facile, parce que du coup, on se dit, mais finalement, le ski, j'en faisais avant, mais comment ça se passe? Enfin, j'ai mon fauteuil, il y a la piste, le transfert du fauteuil roulant, par exemple, à la chaise. Enfin, voilà. C'est toutes ces questions-là. Et donc on essaie au mieux de rassurer en accompagnant aussi les professionnels en disant, mais ça peut être compliqué comme ça peut ne pas l'être aussi. Mais c'est de moins en moins compliqué. Néanmoins, vous observez un changement de comportement, ne serait-ce que dans la démarche. On tente de plus en plus de s'adapter aujourd'hui. C'est ça. Il y a un handicap qu'il ne faut pas oublier, c'est le handicap lié à l'âge, qu'on appelle les seniors. Et que du coup, nous, c'est aussi des gens qui utilisent notre solution. Et du coup, c'est vrai que l'accessibilité, maintenant, on en parle beaucoup. Enfin, la ministre du Handicap, Sophie Cluzel, nous, on l'a rencontrée moins 4 fois. Elle vient d'Annecy. Donc elle est sensibilisée à ça, elle est sensibilisée au la outdoor, tout ça. Donc oui, ça reste. Ça avance, mais ça avance. Il faut le rappeler. Ça avance doucement, mais sûrement. On vous souhaite un bon confinement Merci. Bien sûr. Donc il y aura un rebond après, forcément. Il y aura forcément un rebond et des jours meilleurs, comme on le dit. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, Jean-Marc ? Magnifique. Enfin, c'est un travail qui doit être fait, qui est visiblement bien fait par Florian. Et donc, voilà. Parfait. Vous connaissez ou pas ? Non. On vient de se découvrir. Voilà. Alors, en fait, Florian connaissait Skimojo, mais vous ne le connaissez pas physiquement. Non. Voilà. Exactement. Jean-Marc Glaude, vous êtes le cofondateur et copropriétaire de Skimojo. Donc oui, on parle ici de personnes en situation de handicap. C'est une forme de handicap à laquelle vous vous adressez. C'est-à-dire, on ne peut pas pratiquer comme avant, en fait. Alors, c'est ça, le Skimojo, ski augmenté. Oui, quelque part, et non. C'est-à-dire que, en fait, le ski augmenté, c'est la pratique du ski avec un exosquelette, avec une aide qui est un exosquelette. Voilà. Maintenant, il faut rapprocher cette pratique du ski augmenté de la pratique du vélo à assistance électrique. Donc, on n'est pas forcément en situation de handicap lorsqu'on est utilisateur d'un vélo électrique. Et certains sportifs de très haut niveau utilisent des vélos électriques pour leur entraînement. Martin Fourcade était un exemple et toujours un exemple. Il adore encore ça. On voit en ski alpin un Alexis Pinturo qui aussi roule en vélo électrique pour son entraînement. Donc on ne peut pas considérer que ce sont des personnes en situation de handicap. En revanche, les personnes qui viennent vers nous, au départ, ce sont des personnes qui ont un problème et ils veulent résoudre ce problème, ou en tout cas continuer à pratiquer ce qu'ils ont de plus en plus de mal à pratiquer. Donc oui, on s'adresse aussi à des personnes en situation de handicap, mais la base, c'est simplement l'origine de l'invention, c'est en Angleterre en fait, et c'est un baby-boomer qui se rend compte qu'il passe de plus en plus de temps à boire des cafés ou des bières à l'après-ski, et l'après-ski commence de plus en plus tôt, et il passe de moins en moins de temps sur la piste. Et il souhaite inverser la tendance et continuer à pratiquer le ski de nombreuses heures sur les pistes. Donc ça, c'est la base. Et on va regarder tout de suite pour se représenter vraiment ce Skimojo, ce ski augmenté, qui fait l'objet de championnats du monde désormais. On va faire un petit bond jusqu'en janvier dernier et à l'Alpe d'Huez où avaient donc lieu ces championnats du monde Open de ski augmenté. C'est un reportage de nos confrères de l'Alpe d'Huez TV et Guillaume Thébault. Premier championnat du monde de ski augmenté à l'Alpe d'Huez. Organisé par la championne de ski cross Ophélie David, cette compétition inédite était ouverte à tous, à condition d'être équipé d'un exosquelette. Le mot fait peur, c'est un exosquelette. Mais en vérité, c'est une genouillère intelligente qui vient en fait vous soulager votre poids de corps jusqu'à moins 70%. Quand vous actionnez en fait le Skimojo, vous allez avoir la sensation de vous alléger et d'avoir très peu d'efforts à faire pour appuyer sur vos skis. Au-delà de l'exploit sportif, ces championnats du monde avaient pour mission de rassembler les utilisateurs, mais également de faire découvrir ce système d'assistance révolutionnaire. Cette partie-là va venir contre la jambe et va venir doubler votre jambe. Cette partie va doubler le tibia, cette partie va doubler le fémur, et ici vous avez un ressort qui va doubler le quadriceps. Ça s'installe hyper rapidement, je vous montre. On vient le clipser dans un harnais et on a juste 2 scratchs à placer. Il n'y a pas besoin de serrer fort, donc on le sent à peine.
Et là, j'ai mis une jambe. Il faut 2 fois plus de temps parce qu'il faut mettre l'autre jambe. Et donc l'ensemble prend à peu près 1 minute. Réelle innovation, le ski Mojo interpelle par sa simplicité d'utilisation, mais également par son efficacité. On fait un petit clic et là, il est activé. Et tout de suite, on a un tiers de son poids qui est pris en charge par le système. Je pèse 90 kg. Mes jambes ont l'impression que je pèse 60 kg. Ça fait 2 ans que je l'utilise parce que j'ai des problèmes au genou, de l'arthrose. Et du coup, sans le ski Mojo, je suis obligé de prendre des médocs tous les jours. Je suis moteur de ski dans une station et le ski Mojo est indispensable pour moi parce que j'ai un gros problème de cartilage sur le genou droit. Et sans le ski Mojo, je ne pourrais pas rester 8 heures debout sur les skis. En prévention ou pour soulager, pour les professionnels du ski ou les skieurs loisirs, le ski Mojo s'impose comme une solution performante. Et ça fait le spectacle aussi. Et ça fait du bien. C'était une journée, 2 journées vraiment magnifiques, où on a en fait mélangé au final des gens qui étaient en situation de handicap parfois relativement lourd. Je repense à Audrey que tu connais et qui a une sclérose en plaques. Et donc sans le ski Mojo, elle aurait vraiment beaucoup de mal à rester debout sur les skis. Et puis d'autres participants étaient simplement utilisateurs sans avoir pour autant quoi que ce soit comme handicap. On a eu tous les âges, je pense de 23 ans à plus de 70 ans. Donc c'était vraiment une journée où on a partagé un moment de convivialité et de compétition. Et ça a permis aux gens, finalement, à ces utilisateurs de ces exosquelettes, de pouvoir se mesurer à d'autres, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans un cadre aujourd'hui fédéral, puisque l'utilisation de ce type d'outils est interdit en course. Mais ça ne remplace pas tout, ça, il faut bien le dire aussi. Non, ça, en fait... ça ne protège pas de tout. Ça ne protège pas de tout, ça ne remplace pas les muscles, ça vient les suppléer. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'Ophélie, dans le reportage, évoque le fait d'être pris en charge à 70%. En fait, c'est sa sensation, et c'est vrai qu'on se sent vraiment allégé. En revanche, dans la réalité, ça ne prend en charge que 30% du poids du corps, mais c'est déjà énorme. Quand on est Ophélie aussi, avec la structure qu'elle peut avoir, on comprend qu'elle ressente aussi cette sensation d'assistance. Nous, on n'a pas tous la condition physique d'Ophélie David. Ophélie est une athlète hors pair. Absolument. Elle est toujours entraînée. Vous avez emmené la technologie, comment ça marche ? Alors, en fait, c'est relativement simple. Il n'y a pas d'électricité. C'est simplement de l'énergie qu'on appelle kinétique. Alors, ici, on a un câble, je ne sais pas si on le voit correctement, au travers, qui passe au travers du ressort. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, en fait, ce câble va être pris par une pièce qui se trouve au sommet du ressort. Et au moment où on fléchit le genou, en fait, le ressort est mis en compression. Et donc, cette énergie est emmagasinée par le ressort et le ressort restitue au moment de la phase d'extension, si vous voulez. Et donc, ça permet de skier plus longtemps parce que c'est comme si vous subissiez en gros une cure d'amaigrissement de 30% de votre poids. Hein. Quoi qu'il arrive, vous allez plus loin, que ce soit en vélo, à pied ou en ski, dans ce cas-ci. Et ça diminue les contraintes sur les articulations aussi, d'où ce qu'on a entendu il y a quelques secondes, les nombreuses personnes qui sont atteintes d'arthrose, ça leur permet de ne plus ressentir de douleurs liées à cette arthrose et de pouvoir continuer leur pratique. Comme il y a, bien souvent on nous dit, c'est génial, je retrouve mes jambes d'il y a 20 ans. Et puis pour ceux qui ont 20 ans, 22, 23 ans et qui n'ont pas de problème, ils se disent, mais moi, ce que je ressens, c'est que j'ai les cuisses de peintureau. Alors attention, parce que quand on a les cuisses de peintureau, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a sa technique. Bien sûr. Non, et qu'on peut se faire les croisés avec ça aussi. Ça ne protège pas effectivement de tout, ça n'est pas une armure, ça n'est pas une genouillère à proprement parler, c'est un exosquelette. Ça ne rend pas surpuissant non plus. Ça donne une sensation de puissance. Hein. Il faut la maîtriser. Mais il faut que ça soit maîtrisé en effet. Et on peut effectivement se faire les croisés, mais on réduit tout de même le risque, dans la mesure où il y a notamment une étude, je pense relativement récente, qui nous vient de Slovénie, qui a démontré que la fatigue était un des facteurs, fatigue musculaire était un des facteurs de risque. Et donc, en diminuant cette fatigue, en retardant cette fatigue, on réduit
ce risque aussi grâce à ce genre d'outils. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça ne fait que diminuer les risques, ça ne les empêche pas complètement. Donc, voilà. On l'a vu dans le reportage, vos clients sont principalement des moniteurs de ski, il y en a beaucoup. Puisque beaucoup de moniteurs, oui. Voilà. Ouais. Mais il y a aussi des champions qui utilisent cette technologie. Vous venez de signer un partenariat avec un jeune skieur belge, Armand Marchand, qui est un des meilleurs slalomeurs mondiaux, qui avait fait 18e à Val d'Isère en 2017 et qui s'est gravement blessé lors du géant d'Adelboden qui suivait et qui utilise désormais cette technologie pour s'entraîner. Oui, il utilise cette technologie pour s'entraîner et il est revenu plus rapidement à la compétition à un meilleur niveau grâce aussi à cet outil. Alors il y a un travail énorme derrière fait par Raphaël Burtin, son entraîneur, et par Thibaut, son kiné, évidemment, et puis par Armand lui-même. Mais à un moment de sa préparation, il sentait encore des douleurs au niveau du genou lorsqu'il était essentiellement en ski libre et on lui a demandé de réduire l'intensité et la durée de ses séances de travail et donc son ski libre, ce qui lui empêchait quelque part de progresser à la vitesse qu'il souhaitait. Et puis, on s'est rencontré avec Armand et son équipe. Au départ, ils étaient très sceptiques sur l'idée, sur le produit. Et puis, on leur a dit, écoutez, on est là, on va l'essayer. Remets tes chaussures, remets ta combi et on y va. Ok, on y va, on essaye. Et en 4 virages, Armand a compris le fonctionnement du système. Il est parti comme un calu dans la pente. Raph était à côté de moi, Raph Burtin était à côté de moi. Il me dit, mais attends. C'est pas le même ? C'est pas le même. C'est pas la même chose. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et donc ça, c'était déjà il y a 2 ans. On a tenu tout ça relativement au calme parce qu'on ne souhaitait pas non plus forcément ébruiter tout ça. Et quand Raphaël est revenu vers nous la saison dernière pour nous demander si on était d'accord d'engager un partenariat plutôt financier avec lui, on a dit, écoute, il faut qu'on fasse... On a envie d'aider Armand au-delà de ce qu'on fait avec cet objet. Et puis, ça a mis quelques mois avant de pouvoir réunir le budget, de voir comment les choses allaient pouvoir tenir financièrement. Et puis, on a dit, OK, on y va. Et là, on a annoncé officiellement notre partenariat il y a 1 mois. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres champions, ça je l'ignorais, le recordman du monde de KL. Recordman du monde de KL, Simone Origone, donc 252 km/h et quelques, quand même. 40 ans. 40 ans, moniteur de ski, guide de haute montagne à Champoluc. Il parle parfaitement le français, ce qui facilite la communication. Et oui, Simone a de graves problèmes au genou depuis de nombreuses années suite aux différents accidents qu'il a eus. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il utilise ce système dans sa pratique professionnelle du ski, non pas en compétition, mais lorsqu'il est guide. Sur Champoluc, lorsqu'il est moniteur de ski. Dans le même cadre, on a quelqu'un qui s'appelle Fabio De Crinis aussi, qui est un ancien champion. Enfin, il était 4e ou 5e mondial le slalom à l'époque d'Alberto Tomba. Et Fabio a subi il y a quelques années malheureusement un accident au niveau du genou. Je suis arrivé chez lui par hasard et puis je lui ai présenté le produit. Il dit tiens, mais ça pourrait peut-être être intéressant pour moi. Pareil, tester. Et puis, voilà, il ne le quitte quasiment plus parce que ça lui permet... aujourd'hui, il a 50 ans, 50-51 ans, Fabio, et ça lui permet de d'avoir skier... une activité... de skier comme quand il était en Coupe du Monde quasiment. C'est ce qui fait. Et des guides de haute montagne aussi. Alors Fabio n'est pas guide de haute montagne. Simone l'est. Simone, oui. À la Grave, à la Grave, on a la Grave et Chamonix. On a quelques guides qui utilisent aussi ce système au quotidien. Sans ça, ils pourraient pas continuer leur activité professionnelle. Et puis on a aussi Monsieur et Madame tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe la condition physique. Qui peuvent apprendre même, on peut apprendre avec un exosquelette. Alors, où il faut déjà connaître la pratique du ski. C'était jusqu'à l'année dernière, on pensait qu'on devait déjà être skieur pour pouvoir utiliser le produit. Et en fait, l'année dernière, un moniteur utilisateur du produit a eu une demande de la part d'un client
qui avait un peu d'embonpoint, qui n'était pas physiquement au top, et puis cette personne souhaitait se faciliter la vie, et donc le moniteur a relevé le défi de dire on va essayer en partant de zéro. Et en fait, ça a fonctionné. Ça a marché. Petite question, pourquoi Mojo, Ski Mojo? Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un film qui s'appelle Austin Powers? Oui. Et Austin Powers avait perdu son mojo. Ah oui, d'accord. Et son mojo, c'était son sex appeal. C'était ce qui attirait les dames. Oui. Et donc, en fait, c'est la joie de vivre, le mojo. Okay. D'accord. Voilà. Donc, c'était choisi suite à ce film. Révisez vos classiques s'il est encore nécessaire. Merci beaucoup Jean-Marc Glaude de nous avoir présenté cette super innovation. Je vous ai trouvé Florian Vallée. Donc voilà, on vous retrouve dans ce magazine, donc les 100 acteurs de la montagne d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce que j'ai dit? Un magazine. Ce livre, bien sûr, coédité par Télé Grenoble et le Dauphiné Libéré. Et puis un magazine. Là, en revanche, un magazine de nos amis de Snow Leader, Mountain Spirit, donc sur l'outdoor, la spéciale cascade de glace. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve beaucoup de choses, tout ce qu'on peut faire dehors en montagne. Donc voilà, c'est un bon compagnon de cordée pour ces périodes de confinement. Eh ben, ça fonctionne bien, ça tourne bien, Snow Leader. Voilà. Eh ben, bonne lecture à vous tous pour cette période de confinement, mais on espère tellement pouvoir profiter des pistes, du ski de montagne, de tout, oui. Et je voudrais faire un grand merci à Nathalie Faure pour la préparation, qui est chef d'édition pour la préparation de ces émissions et qui nous facilite bien la tâche. Absolument. Voilà. Merci Nathalie. Allez, on vous laisse jusqu'à un prochain plateau, en attendant peut-être de retrouver les cimes si les conditions nous le permettent. Merci à vous tous et merci à vous derrière votre écran. À très vite. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.